raconter une histoire, en fait. On va raconter l'histoire de la construction de ce guide de référence, de compétences. Vous voyez que déjà, le titre n'est pas totalement stabilisé, tout simplement parce que on est encore en phase de recherche, et parce qu'en fait, on est en train de construire un objet qui est un objet hybride. Un objet hybride entre un objet qui serait quelque chose de normatif, comme un référentiel, et autre chose qui serait un guide, et donc plus un outil pédagogique au service des formateurs que vous êtes, pour vous aider dans votre quotidien à la construction d'une formation qui intégrerait l'ensemble de ces compétences, sans pourtant bousculer, on va dire, en termes horaires, la construction de la formation. Voilà, donc c'est qui ce groupe, ce GT Compétences? Alors, ce GT Compétences. À l'origine, qu'est-ce qui a initié la création de ce groupe de travail au sein de la CPU et de la CGE, la Conférence des présidents d'université, Conférence des grandes écoles? C'est déjà un constat, ou même peut-être plusieurs constats, celui que, au sein de nos établissements, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, les formations, est-ce que nos formations prennent en compte de façon importante, ou je ne sais pas comment le dire exactement, mais en tout cas de façon structurée, les compétences nécessaires, ou plutôt transmettent, ou sont capables de nous aider à avoir les compétences nécessaires à prendre en compte les enjeux du développement durable dans nos métiers, dans notre vie de citoyen? Eh bien, la réponse, elle est assez évidente, elle est non. L'autre constat, c'est: avons-nous besoin de spécialistes du développement durable aujourd'hui dans la société pour porter ces enjeux-là? La réponse est oui, mais ce n'est pas avec ces quelques spécialistes du développement durable que l'on va inverser les courbes du chômage. C'est-à-dire que ça ne concerne que quelques personnes. Et le besoin aujourd'hui, le besoin exprimé est de plus en plus fort au sein du monde socio-économique et des entreprises notamment. Écoutez, nous, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de juristes, on a besoin de gens comme ça, mais qui, dans leur métier au quotidien, savent prendre en compte ces enjeux-là, ont les compétences pour travailler de façon collective, ont les compétences pour prendre en compte ces enjeux, mais on ne souhaite pas des spécialistes du développement durable. Et pourtant, le constat, c'est que dans nos formations aujourd'hui, dans nos institutions, dans nos établissements, ces enjeux, ces compétences-là, elles ne sont pas acquises, elles ne sont pas transmises. Et donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est le constat de départ. Ensuite, on a un environnement qui se trouve être favorable, sur lequel on a travaillé avec la Conférence des présidents d'université, qui est effectivement d'essayer de construire, d'engager les établissements dans des démarches de développement durable, parce qu'on a pensé que si on voulait que dans les formations, ces enjeux soient pris en compte, d'une façon ou d'une autre, il fallait d'abord que leur environnement, lui aussi, le prenne en compte. En gros, que les collègues autour, que l'institution elle-même aille vers une démarche d'exemplarité, parce qu'il est difficile de dire j'enseigne, je forme les gens, je forme les personnes sur les enjeux du développement durable, et puis moi-même je ne fais rien. Il y a vraiment des questions de cohérence qui sont importantes. Donc on a commencé par là. Et ensuite, avec en tête, effectivement, toujours dans une certaine finalité, de se dire qu'on allait s'attaquer à la question des formations, à un moment ou à un autre, parce que c'est quand même notre cœur de métier, et que notre responsabilité, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nos responsabilités, c'est avant tout de former des personnes compétentes, capables de prendre, dans leurs responsabilités professionnelles et dans leur vie de citoyen, d'agir, parce qu'il est bien question d'action. Voilà. Alors c'est vrai que c'était bizarre ce groupe. On est parti avec un groupe de collègues universitaires, de collègues des grandes écoles. Les réseaux étudiants sont venus nous rejoindre dès le début. Oui, tout à fait. Certains organismes d'accréditation sont venus du début, nous ont quittés, puis sont venus. Oui. En fait, c'est un groupe qui était à l'échelle de la société.
Exactement. On avait une intuition, enfin une intuition qui est assez évidente et qui, en fait, d'une certaine façon, qui est à l'image de ce qu'est ce colloque, de ce que vous êtes, c'est qu'on devait associer, on va dire, un maximum de parties prenantes, mais celles qui étaient peut-être aussi les plus pertinentes. Donc il y a pour parler un petit peu, alors ça fait un petit peu discours un peu économico, mais si on parle de chaîne de valeur dans l'enseignement, vous avez effectivement nos étudiants, quel que soit leur âge, hein. Vous avez nous en établissement d'enseignement supérieur, puis ensuite la société, le monde socio-économique qui est le monde de l'emploi, et donc ces différents acteurs sont représentés par des têtes de réseau que peuvent être effectivement les organisations étudiantes, nous, les conférences, et aussi des organisations comme le MEDEF, et des organisations comme Pôle emploi, comme l'APEC, comme les organismes d'accréditation. Tous ces organismes, toutes ces associations, toutes ces représentations qui ont des remontées de la part de leurs membres et qui ont effectivement des personnes qui sont mobilisées sur ces enjeux de développement durable et qui peuvent échanger avec nous et peuvent nous aider à construire. Après, effectivement, à des degrés divers, comme l'a dit Didier, ils rentrent, ils sortent, ils sont là un moment, ils repartent, avec toujours dans l'idée que chacun ayant un moment, un rôle à jouer au moment où nous irions diffuser ce travail en fait. Rôles différents, voilà. Certains des constructeurs, d'autres des diffuseurs, d'autres des prescripteurs, voilà, chacun ayant son rôle à jouer dans cette élaboration. Voilà, donc un gros choc de culture pour nous. Pour être honnête, on a eu une bonne quinzaine de journées de réunions au total pour produire ça. Il y a eu des moments, on va dire, chauds. Les premières séances pour se dire qu'est-ce qu'une compétence pour nous tous, ça a été très animé, on va dire, car nous n'avions pas vu ça de la même façon. Alors on a fait un choix. On a fait un choix qui était au début on est parti sur des référentiels, management environnemental, canadien notamment. Oui, et on s'est aperçu qu'on n'allait pas s'en sortir si on restait trop près de ça. Donc on a travaillé pendant quelques séances comme ça, on a tout cassé et on a rebâti de façon différente. Oui. Alors c'est une étape importante qu'on néglige souvent en fait, c'est-à-dire quand on pense que c'est quelque chose d'improductif, mais se retrouver autour de la table avec des cultures différentes, avec des personnes d'horizons différents, que ce soit disciplinaire ou de culture d'institution, hein, parce que c'est quand même assez prégnant, hein, eh bien, c'est pas quelque chose de simple. Et il faut prendre le temps on va dire, gommer les vernis, hein, les vernis institutionnels, et se retrouver autour de valeurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Et on se rend compte que rapidement, ces valeurs, elles sont partagées. Et après, avec des finalités parfois qui peuvent être différentes hein, pour les acteurs, des intérêts différents. Mais il y a un fond commun et il faut commencer par construire comme ça. Et il faut prendre ce temps que l'on estime souvent non productif, mais qui en fait est la condition de la réussite d'un travail collectif. Le temps de se connaître, de partager quelque chose, de mettre des choses en commun. Et ça passe ça peut passer par des périodes conflictuelles, par toutes sortes de choses, mais en tout cas, il faut prendre ce temps. C'est extrêmement important. Alors après, c'est vrai qu'il y avait des différences de culture. Effectivement, au niveau des grandes écoles, vous étiez beaucoup plus dans l'idée d'un référentiel. Oui. Au début, du moins. Alors que nous, on était beaucoup plus réservés, on était beaucoup plus guide du début. Mais en fait, on est resté, et donc on a souvent appelé ça le référentiel compétences développement durable, alors que ce n'est surtout pas un référentiel, en fait. Oui. Alors pour être honnête, effectivement, quand l'objet ou le projet a été lancé, le mot référentiel est sorti tout de suite. Pour quelle raison aussi ? Il y a aussi une raison d'une certaine façon un peu tactique. On sait très bien que quand on dit référentiel à une communauté de personnes très large, c'est un objet qui est, même sans être connu précisément par l'ensemble des personnes, mais qui fait consensus, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un terme rassembleur. Même si dans notre tête et dans la tête de chacun, quand on dit référentiel, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Mais ça fait partie de ces mots, on va dire, qui, quand on les annonce, quand on les dit,
rassemblent et permettent de regrouper donc des personnes d'horizons différents, on l'a dit, hein, organisations patronales, étudiants, autour d'une discussion, autour d'un projet, sans qu'il y ait 10 000 questions à se poser. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, oh là là, ça m'intéresse pas, où est-ce qu'on va, voilà. Donc il y avait quelque chose d'assez tactique aussi hein, dans cette démarche-là. Et effectivement, Didier l'a dit, aussi culturelle, c'est-à-dire qu'il y a une approche au niveau des grandes écoles, au niveau des écoles, qui est aujourd'hui déjà plus structurée autour de la question des compétences et de l'évaluation et des référentiels. Donc une culture qui est un peu plus présente au niveau des écoles sur ces questions-là, donc une approche un peu plus systématique, et effectivement au niveau des universités, une approche un peu plus souple, on va dire, hein, de ces questions-là. Donc oui. Il vous reste 4 minutes. Merci. Alors, voilà, Edna nous dit qu'on n'a plus que 5 minutes, oui, 4 peut-être même, j'ai grappillé une minute. Donc, on ne va pas présenter le référentiel, vous l'avez là. À la limite, c'est plus amusant de dire comment on en est arrivé à mettre en avant la notion de changement. Il nous a fallu 2 jours pour nous mettre d'accord sur le fait que le changement était une méta-compétence. On avait tous intuitivement le fait que le changement dans le domaine des médias, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'énergie, et en fait on s'est aperçu assez rapidement que notre problème, c'était pas les changements numériques, c'était notre aptitude à appréhender ces changements dans leur vitesse, dans leur irréversibilité, dans toutes ces dimensions. Et en fait on est très rapidement passé à des compétences, on va dire méta, au-dessus d'eux. L'avantage de ça, c'est que ça donne une clé de lecture qui est parfaitement, enfin nous le pensons, transposable, quel que soit le niveau et le milieu. Et nous n'avons surtout pas voulu faire quelque chose de trop précis, en décomposant avec des éléments. On a été tenté de le faire, on ne vous le cache pas. On a été tenté, on a bien des documents en quelques dizaines de pages, mais sur lesquels on n'a pas envie de communiquer non plus. Puisque sinon on tuerait toute évolution de cette histoire-là. Donc nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'analyser ça, de le critiquer, de voir si c'est spécifique, si c'est générique, si par l'adjonction d'autres champs, éducation à la santé, solidarité, il y a des choses qui doivent se rajouter, qui doivent prendre place. Par ailleurs, on a défini des niveaux de compétences. Alors on s'est beaucoup cassé la tête, parce que niveau de compétence, ça ne va pas. On a dit dimension de compétence. Vous savez le petit texte que vous trouvez à l'endroit où j'ai dû mettre ma souris quelque part ici, sur les différentes dimensions. Savoir et connaître, identifier les ressources mobilisées nécessaires, analyser pour comprendre. Bon, là nous avons fait référence au champ de la pratique professionnelle. Mais tout ça ne doit pas faire oublier que nous concevons cette histoire-là comme une spirale. C'est-à-dire qu'on va naviguer, on va partir d'une compétence, par exemple systémique. On va passer par de la prospective, on va passer par de la compétence collective, avant d'aller braconner un peu là pour finir dans une compétence en termes de changement. Mais c'est une spirale. C'est une spirale de croissance. Et c'est pour ça qu'il était très difficile de mettre des niveaux face à cela. Donc on a 2 systèmes de lecture, un système de lecture méta-compétence et un système de lecture en termes de dimension. Et ça, c'est même pas la peine d'essayer de vouloir faire un truc générique pour tout le monde. Notre objectif est que tout le monde, à partir de ça, se refasse son propre référentiel s'il le souhaite. Nous, notre boulot, c'est simplement de faire une sorte de guide pour accompagner les gens dans ce domaine. On a donc basculé très vite du développement durable à son éducation et à sa formation par rapport à nos objectifs de départ. Oui, l'enjeu final, c'est comment est-ce qu'on peut construire un outil qui aide la communauté universitaire, les formateurs, à bâtir des scénarios de formation, des scénarios pédagogiques, pour non pas rajouter une couche supplémentaire, comme aujourd'hui on a tendance à le faire un peu systématiquement, créer des formations spécifiques, mais plutôt reconfigurer les formations
Donc la question de la transversalité est là très présente. Reconfigurer la formation pour qu'elle induise l'ensemble de ces compétences qui sont dites transversales et dont on espère que, bien construites, elles aideront tout un chacun, une fois dans la vie active, elles aideront tout un chacun, quelqu'un dans la vie active, à son niveau, quel que soit son métier, l'aideront à prendre en compte les enjeux du développement durable dans son quotidien. Donc il y a effectivement une question de déclinaison, de travail à faire par les formateurs, d'appropriation de l'objet, pour construire sa propre formation avec ça, avec effectivement quelques guides et quelques obligations, on va dire, le passage par les 5 métacompétences, effectivement, on est obligé de passer par les 5, sinon on estime qu'on ne va pas dans le bon sens. On est obligé d'aller jusqu'à l'action à un moment, puisque le développement durable, c'est avant tout une question d'action. Et en gros, voilà, c'est à peu près les seules contraintes de type référentiel que nous imposons. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va... on va accueillir Evelyne Bevort du Clémy et Béatrice Draudelange